Merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir. Comme vous le savez, l'Institut libéral fait régulièrement des conférences désormais en ligne en raison de la situation sanitaire. Et ce soir, on s'intéresse à une thématique qui est directement aussi liée à l'actualité, donc c'est le plan de relance. On a pensé à cette thématique dans le cadre de la sortie de l'ouvrage de M. Jean-Marc Daniel, qui s'appelle Il était une fois l'argent magique, qui ressemble donc à ça, contes et mécontes pour adultes, et également parce que M. Jean-Marc Daniel nous a fait la sympathie et l'honneur d'écrire un chapitre dans le nouveau livre de l'Institut libéral, aussi sur la thématique de l'argent magique. Et dans ce cadre, il a notamment abordé les plans de relance. Donc, les plans de relance sont présentés comme des solutions suite à la pandémie que nous vivons. La pandémie a impacté les finances publiques et les plans de relance sont présentés un peu partout dans le monde comme une réponse. Et désormais, ce soir, il sera notamment question de savoir si ces promesses peuvent être tenues et qu'est-ce qu'elles engendreront. Mais je donne donc tout de suite la parole à M. Jean-Marc Daniel, qui est professeur émérite à l'ESCP en France et qui est bien connu aussi pour ses différentes présences médiatiques. Comme toujours, l'intervenant présentera ses thèses pendant 30 à 40 minutes et ensuite vous pourrez poser vos questions à l'oral si vous le souhaitez. Et durant toute l'intervention, vous pouvez déjà écrire des questions dans le chat à l'écrit qu'on relayera à la fin si vous préférez les poser à l'écrit. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence ce soir et je donne la parole à M. Jean-Marc Daniel tout de suite. Eh bien, écoutez, merci. J'espère que tout le monde m'entend bien. Tout est sous contrôle. Tout est bon. Et donc je salue toutes les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran. Et pour décrire ma position sur l'argent magique, je vais revenir sur les motivations initiales qui m'avaient conduit à écrire le livre donc, qui est apparu au printemps à Paris sur cet argent magique. L'expression argent magique, je ne sais pas très bien d'où elle vient. Pour moi, elle vient d'une déclaration qui avait été faite par notre président de la République, Emmanuel Macron, il y a de cela un peu plus de 2 ans, à une époque où la pandémie n'était pas dans les esprits, où elle n'existait pas, et néanmoins où il visitait un hôpital. Et à cette occasion, une aide-soignante lui avait fait valoir que les conditions de travail étaient extrêmement détériorées par rapport à ce qu'elle avait connu quand elle s'était engagée dans cette voie. Et Emmanuel Macron avait dit on va faire des efforts pour l'hôpital, mais on ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil parce qu'il n'existe pas d'argent magique. Et puis là, à l'occasion de la pandémie, on est passé de la logique à il n'y a pas d'argent magique, il faut se méfier, il faut compter avec beaucoup de minutie et de précision les fonds que l'on dépense, à une situation dans laquelle c'est quoi qu'il en coûte, et un quoi qu'il en coûte qui continue à être d'actualité, même si normalement, les conséquences économiques de la pandémie, en tout cas en France, sont plutôt derrière nous. La dernière note de conjoncture de l'INSEE établissait qu'au troisième trimestre de cette année, de 2021, l'économie française avait retrouvé le niveau de production, le PIB, du dernier trimestre de 2019. Donc, les conséquences de la pandémie sont désormais normalement derrière nous en termes de production. Alors, dans ce livre sur l'argent magique, je commence en mettant en avant le fait que Michel Chevalier, qui était l'un des tout premiers professeurs au Collège de France en économie, avait publié un petit livre dans lequel il disait qu'en fait, le véritable ennemi de l'économiste, le véritable personnage qui nuit au développement et la, la réception par l'opinion publique de la pensée économique, c'est l'alchimiste. C'est-à-dire ce personnage qui pense que, en fabriquant de l'or, on va résoudre les problèmes. Et il rejoignait en ce sens un autre économiste un peu antérieur, qui était un économiste allemand, un économiste prussien, qui écrivait au tout début du 19e siècle qu'il y avait 3 façons d'appréhender l'économie. Une façon qui était une façon ponocratique, faisant reposer la richesse sur la capacité de l'homme à développer de la création par son travail. Une façon physiocratique qui consistait à considérer qu'une des sources de la richesse, c'était la nature, et c'était donc l'habileté avec l'homme utiliser la nature, et laquelle l'homme pouvait utiliser la nature pour créer de la richesse. Et puis il y avait une troisième version qu'il appelait le chryso-hédoniste, qui consistait à considérer que la richesse, la création de richesse, reposait sur la quantité d'or en circulation dans l'économie. Et donc, aussi bien Frédéric Ancillon, qui était cet économiste prussien, que Michel Chevalier, qui était donc le professeur au Collège de France, dénonçaient la vision chryso-hédoniste, alchimiste de l'économie. Alors, je pense que nous sommes de nouveau dans une vision chryso-hédoniste, alchimiste de l'économie, qui s'appelle plus comme ça, parce que chaque théorie, aussi ancienne qu'elle soit, éprouve le besoin de se renouveler, ou tout au moins de changer de nom.
Et donc, cette théorie s'appelle la théorie monétaire moderne. Et quelques anciens, non pas de la période de Michel Chevalier ou de Frédéric Ancillon, mais quelques anciens des années 60-70, parlent de théorie post-keynésienne. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça et quels sont les dangers de ces théories? Derrière ça, il y a cette idée que, justement, par rapport à Michel Chevalier, par rapport à Frédéric Ancillon, il n'y a pas besoin de fabriquer de l'or parce que l'or a été exclu du système. La grande théorie de tous les post-keynésiens et la grande théorie de tous les partisans de la théorie monétaire moderne, c'est d'afficher le fait que depuis 1971, depuis 50 ans, l'or a disparu du système monétaire. Alors formellement, c'était depuis 1976, et ils affirment, avec une certaine raison d'ailleurs, que les contraintes qui étaient issues de l'étalon or sont des contraintes qui sont désormais dépassées. Grosso modo, ce que je pense d'ailleurs, c'est qu'effectivement, les banques centrales ont eu dans l'histoire des rôles divers, et au XIXe siècle, une banque centrale avait été créée, émergée, et s'était installée pour gérer le stock d'or et faire en sorte que la quantité de monnaie en circulation soit en permanence référencée sur le stock d'or. Au XXe siècle, on avait rajouté le fait que la banque centrale devait être là pour contenir l'inflation, c'est-à-dire que toujours garder le stock d'or, mais celui-ci pouvait être de temps en temps réévalué, on pouvait dévaluer le signe monétaire, mais l'enjeu ultime de la Banque centrale, au travers de cette gestion à la fois des dévaluations, des taux d'intérêt et du stock d'or, c'était d'éviter l'inflation. Je pense qu'on est arrivé à une nouvelle phase, qui est une phase dans laquelle il n'y a plus d'or. À partir de ce moment-là, eh bien, la création de monnaie est sans limite. Et donc, à partir de ce moment-là, la planche à billets peut fonctionner sans aucune retenue. Et donc, la pensée chrysohédoniste peut triompher. Il n'y a pas besoin de transformer le plomb en or, il suffit d'appuyer sur des lignes de crédit, sur des boutons informatiques pour créer de la monnaie. Et donc, la conséquence dans la gestion de l'État, on l'a vu au travers de cette pandémie. Grosso modo, on a commencé par nous expliquer qu'on allait substituer de la dette au travail, parce qu'on empêchait le travail de s'exprimer, pour éviter le développement et la diffusion de la maladie. Ça devait être une solution, une situation relativement temporaire. Et puis, le confinement a montré ses limites, mais simultanément à ce confinement et à la contraction d'activité économique qui était due à ce confinement, on a garanti les revenus de l'ensemble des populations en imprimant de l'argent magique et en distribuant des revenus sous forme de création monétaire, concrètement en France. La contraction de l'activité économique parce qu'on ne travaillait pas à cause du confinement en 2020 a été de 9%. Le revenu disponible des ménages en pouvoir d'achat a augmenté d'environ 0,6 à 1%. C'est-à-dire qu'on a injecté sous forme de monnaie qui ne correspond pas à de la production l'équivalent de 11% de la production initiale. Concrètement, on pourrait se considérer que nos dirigeants ont vécu ça comme étant une sorte d'avance de trésorerie ayant vocation à être remboursée dans le futur. Il n'en est rien. Il continue à considérer que finalement, on peut substituer de la dette, des signes monétaires, des crédits publics à du travail. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut bien identifier les critiques et les menaces que cela représente pour être crédible et audible vis-à-vis des gens qui disent « vous raisonnez faux, ce n'est pas un problème, la dette publique de toute façon n'a plus aucune référence métallique, n'a plus aucune référence monétaire solide, et donc on peut en créer à l'infini. » C'est-à-dire qu'il y a trois erreurs, à mon avis, qu'il ne faut pas faire. La première erreur, c'est d'affirmer que la dette publique est une punition de la génération future. Pourquoi? Parce que si effectivement dans la génération future, il y a des gens qui vont recevoir soit des remboursements, soit des intérêts versés, ces gens-là vont profiter de la dette publique. Il y a des gens qui paient, le contribuable, et il y a des gens qui reçoivent, les détenteurs de dette publique. Et donc, elle ne pénalise pas la génération future, elle modifie au sein de la génération future la répartition des revenus au détriment des contribuables et au profit des rentiers. Donc, il faut insister sur cet aspect-là. J'aurai l'occasion de revenir dans mes propos d'ici une dizaine de minutes. Le deuxième élément, c'est de dire on va transformer cette dette en dette perpétuelle parce que comme ça, on n'aura pas à la rembourser. Et donc, en fait, la dette, elle est déjà perpétuelle puisque dans les budgets publics n'est jamais inscrit l'amortissement de la dette. En effet,
Depuis très longtemps, depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis la normalisation des finances publiques au début du XIXe siècle, les dettes sont considérées implicitement comme perpétuelles. Grosso modo, quand une dette n'est pas perpétuelle de jure, qu'elle arrive à échéance, le Trésor public la replace immédiatement. Et donc, ce que versent les États, c'est uniquement les intérêts. Donc, leur enjeu, ce n'est pas de rembourser la dette puisqu'ils ne la remboursent pas. Leur enjeu, c'est d'être en capacité permanente de verser les intérêts. Et à ce moment-là, on va dire que la dette est soutenable s'ils arrivent à verser les intérêts et qu'elle deviendra insoutenable si, en revanche, à un moment donné, pour une raison X ou Y, ils sont dans l'incapacité de verser ces intérêts. Or, la structure actuelle de financement de l'économie font qu'ils ne seront jamais menacés d'insoutenabilité. Pourquoi je dis ça? Parce que les intérêts en question, vous les versez aux gens qui détiennent la dette. Et il y a deux types de gens qui détiennent la dette. Il y a les particuliers, les institutions financières, et puis il y a une institution particulière qui détient la dette et qui a un statut très particulier, c'est la Banque centrale. Grosso modo, les intérêts qui sont versés à la Banque centrale sont reversés par celle-ci à l'État. C'est-à-dire que la partie de la dette qui est détenue par la Banque centrale est gratuite. Ce qui fait que pour alléger la charge de la dette, il suffit d'augmenter la part détenue par la Banque centrale. D'ailleurs, certains économistes disent, écoutez, à partir du moment où c'est gratuit, cette dette n'existe plus. Si elle n'existe plus, autant l'annuler. Alors, c'est dangereux d'annuler de la dette parce que ça donne un mauvais signal. Et puis ensuite, ça déséquilibre, ça déstructure les comptes de la Banque centrale et inutilement, puisque de toute façon, cette dette détenue par la Banque centrale, elle est de facto annulée. Ce n'est pas la peine de l'annuler de jure, elle est de facto annulée. Et donc concrètement, les États peuvent prédéterminer le niveau d'intérêt qu'ils peuvent verser et doivent verser en régulant et en déterminant la quantité de dette que détient la Banque centrale. Le véritable enjeu dans ça, ce n'est pas l'insoutenabilité de la dette, c'est la crédibilité de la Banque centrale. Peut-on encore parler d'une Banque centrale indépendante si elle a vocation et si elle est appelée systématiquement à acheter la dette publique pour éviter la banqueroute des États? Pour les banques centrales, l'enjeu, c'est d'afficher des conditions pour faire en sorte qu'on ait l'impression qu'elles ne se soumettent pas systématiquement à la volonté des politiques. On le voit d'ailleurs en ce moment. Concrètement, les banques centrales affichent que le quantitative easing, c'est-à-dire le rachat systématique de la dette publique, ne va pas être abandonné, que les taux d'intérêt ont plutôt vocation à remonter, mais que les conditions de maintien de ces programmes d'achat de dette publique doivent être négociés avec les États. Quand on écoute le discours, par exemple, de quelqu'un comme François Villeroy de Galhau, qui est le gouverneur de la Banque de France à Paris, il explique bien qu'il faut donner du temps aux États pour essayer de remettre de l'ordre dans leurs comptes publics, pour faire en sorte qu'ils équilibrent leur budget. Et donc, nous rachèterons la dette tant que les États ne retrouveront pas l'équilibre. Néanmoins, il ne faut pas donner l'impression que c'est ad vitam aeternam. Il ne faut pas donner l'impression qu'à partir du moment où une partie de la dette est gratuite grâce à nous, ils peuvent s'endetter à l'infini. Néanmoins, ça peut aller très loin. Tout le monde voit bien que la situation du Japon est une situation extrêmement particulière dans la mesure où le niveau de dette publique dépasse les 260% du PIB sans que ça pose de problème dans la vie quotidienne des Japonais. Pourquoi? Parce que près de la moitié de cette dette est entre les mains de la Banque centrale et donc est gratuite. Donc, premier élément, la dette n'est pas une punition de la génération d'après, c'est plutôt un transfert pour la partie qui reste entre les mains du public. Deuxième élément, la soutenabilité de la dette. Ce problème est résolu par l'intermédiaire de l'existence de la Banque centrale. Et troisième élément que l'on met souvent en avant, c'est que les marchés inquiets pourraient ne pas financer la dette publique. Et donc, il se pourrait qu'au moment où la dette est émise, elle ne trouve personne pour être. Mais pourquoi est-ce qu'une institution financière, dont beaucoup sont dans le capitalisme de connivence que nous traversons, sont plus ou moins dépendantes des trésors publics, pourquoi est-ce qu'elles refuseraient d'acheter ces titres publics dont elles peuvent se défaire auprès de la Banque centrale? Si elles ont le moindre doute, la moindre angoisse, le moindre questionnement sur la capacité de l'État à honorer sa parole, il suffit qu'elles l'apportent à la Banque centrale et le quantitative easing étant en action, la Banque centrale rachètera. Elle sera même demandeuse, dans certaines circonstances,
vis-à-vis de ces banques de rachat de dettes publiques. Donc, il n'y a pas de problème de soutenabilité, il n'y a pas de problème de rupture dans le financement, il n'y a pas de problème de génération sacrifiée. Alors, où est le problème? Mais le problème, c'est que fondamentalement, comme le disait Ancillon, Frédéric Ancillon, la véritable source de la richesse, la véritable nature de l'économie et de la croissance économique repose sur le travail, sur ce qu'il appelait la ponocratie. Grosso modo, que font nos États? Eh bien, grâce à l'argent magique, ils distribuent des revenus sans qu'il y ait de la production en regard. Bon. Si vous avez un gap qui se fait entre l'offre et la demande, ben, les économistes parlent de gap inflationniste. Donc, la première conséquence physique, matérielle de ces politiques de dépenses publiques qui sont assises sur la création de monnaie, c'est de créer un gap inflationniste et donc une possibilité de tension sur les prix. Est-ce qu'on assiste à ça en ce moment? À la fois oui et non. Je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'on va retrouver une boucle inflationniste prix-salaire et un enchaînement de la nature de ceux que l'on avait connus dans les années 60-70. Il y a encore suffisamment de force de rappel en termes de concurrence dans l'économie développée, dans les économies développées, pour empêcher une explosion systématique des prix. L'inflation, je rappelle quand même la définition théorique, c'est l'indice des prix à la consommation qui augmente de façon durable et générale. Toutes les composantes de cet indice des prix augmentent. On n'est pas dans cette situation et on voit bien que les augmentations de prix de certaines matières premières qui ont été spectaculaires cet été sont en train de se retourner. Le prix de l'aluminium, le prix du zinc, le prix de certaines matières premières dont j'ignore le nom même, est en train de baisser. Donc, on n'est pas dans une menace véritablement d'inflation telle qu'elle était dans les années 60. Alors, quelle est la conséquence de ce gap inflationniste, de ce creusement, de cet écart qui apparaît entre l'offre et la demande? Pour les partisans de la théorie monétaire moderne, la conséquence, c'est que concrètement, la production va augmenter, l'offre va augmenter. Si on est au plein emploi dans un pays, eh bien, ce pays va se trouver en déficit, déficit extérieur, et ça va produire une augmentation de l'offre dans un autre pays. Et donc, pour eux, au contraire, tant qu'il y a un chômeur à la surface de la planète, la situation de déficit et de gap inflationniste trouvera une solution sous forme de mise au travail des chômeurs. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? Alors, il y a une équation qui est dans le livre, que je répète à plusieurs reprises dans le livre, qui est une équation comptable. Un de mes collègues à Sciences Po, Philippe Martin, qui est à la tête en France du Conseil d'analyse économique, qui est un des think tanks publics qui conseille le gouvernement en ligne directe, a une formule que j'aime beaucoup. Il dit: on ne plaisante pas avec les identités comptables. En économie, on peut dire tout et son contraire, on peut défendre les points de vue les plus paradoxaux, mais il y a une chose sur laquelle on ne peut pas plaisanter, ce sont les identités comptables. Et dans ces identités comptables, il y a le fait que la différence entre l'épargne et l'investissement, plus le déficit budgétaire, est égal au déficit de la balance des paiements courants. Et au niveau mondial, il n'y a pas de déficit de la balance des paiements courants. Donc, les gens de la théorie monétaire moderne nous disent: écoutez, si le problème que vous identifiez, ce sont les twin deficits, c'est-à-dire le fait que le déficit budgétaire, l'argent magique, va créer un déficit extérieur dans l'économie d'un pays. Au niveau mondial, il n'y a pas de déficit extérieur. Et donc, à ce moment-là, il y a forcément, quelque part, un équilibre qui se fait. Alors, cet équilibre, c'est S moins I plus T moins G égale 0. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, tous ces déficits budgétaires ne sont pas en train de se traduire par une augmentation de la croissance, par une mise au travail des chômeurs que l'on constate dans l'ensemble de la planète. Elle se traduit par le fait qu'effectivement apparaît une épargne supplémentaire et que cette épargne supplémentaire est en train de se concentrer dans des lieux où ne sont pas forcément les déficits initiaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la bonne vieille théorie ricardienne qui dit que finalement, quand on augmente le déficit budgétaire, on augmente le taux d'épargne, elle se vérifie comptablement. Après, la question est de savoir si cette augmentation d'épargne est liée à des anticipations ou pas, mais fondamentalement, le déficit budgétaire et le déséquilibre des finances publiques au niveau mondial fait apparaître de l'épargne dans différents endroits. Le problème, c'est que cette épargne n'est pas dans les endroits où le déficit budgétaire.
concrètement, ce que je défends comme thèse, c'est l'idée que, au travers des déficits budgétaires, on est en train de créer un déséquilibre entre les pays détenteurs et les pays détenus. Il y a des pays qui détiennent les autres pays parce qu'ils ont accumulé de l'épargne. Il y a des pays qui, en revanche, entretenant systématiquement par l'intermédiaire de leur déficit budgétaire une demande excessive, ont des déficits extérieurs qui vont se traduire par une perte systématique d'une partie de la souveraineté sur leur patrimoine. Concrètement, qui détient qui? On peut penser que ceux qui détiennent, ceux qui épargnent, ceux qui naturellement sont les plus épargnants sont les vieux. Alors, c'est le cas assez paradoxal du Japon dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'État est très en déficit, mais l'ensemble du pays est gorgé d'épargne, et le Japon est le pays dont l'avoir extérieur net, dont la somme des placements à l'étranger, dont on déduit les placements faits sur le territoire national, est le plus excédentaire. Et puis, vous avez l'Allemagne. Je rappelle assez souvent que Donald Trump, un jour, se promenant sur Park Avenue, avait fait cette remarque qui était rentrée dans l'histoire en disant « il y en a assez de voir toutes ces voitures allemandes qui sont là et les Américaines devraient acheter des voitures américaines ». Ce que ne précise pas en général le récit de cette anecdote, c'est que le conseiller qui est à côté de lui lui signale que l'hôtel où ils sont en train en fait, de prendre un verre appartient aux Japonais. Et donc, Donald Trump tweet de façon rageuse, « Si les Allemands et les Japonais n'ont pas compris en 1945, nous sommes disposés à repasser le couvert. » Bon, élégance et délicatesse du personnage, mais derrière ça, il y a une réalité, c'est-à-dire qu'il y a un bloc nord-européen, un bloc japonais, un bloc chinois, d'ailleurs plus Hong Kong, Taïwan, Singapour que la Chine communiste elle-même, qui ont accumulé des droits, qui ont accumulé de l'épargne, qui ont accumulé des avoirs à l'extérieur et qui, de ce fait, n'obligent pas les gens à prendre des décisions politiques particulières, mais captent systématiquement une partie de leur travail. Je disais que la génération future n'est pas sanctionnée par la dette publique. En fait, la génération française, parce que la France est comme les États-Unis, elle est en déficit extérieur, et comme les États-Unis, elle est de plus en plus détenue, et détenue par son voisin allemand essentiellement. La génération future, elle aura à travailler pour quelqu'un qui sera dans la même génération qu'elle, mais en France, ce quelqu'un qui sera dans la même génération qu'elle, il sera allemand, ou il sera suisse, puisque les Suisses sont également des gens qui ont énormément d'excédents extérieurs et qui ont accumulé énormément d'avoirs et de patrimoine sur les pays étrangers. Et donc, le véritable enjeu dans ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est de retrouver la pensée ponocratique, c'est-à-dire cette idée que fondamentalement on crée de la richesse par le travail et que l'argent magique, qui a pu à certains moments éviter des drames et des faillites, c'est-à-dire à partir du moment où on empêche les gens de travailler, il est tout à fait concevable que, à titre temporaire, on y substitue de l'argent magique. Mais la règle du jeu, d'ailleurs, les instances européennes l'ont prévu, c'est-à-dire que les instances européennes, les traités européens qui, par nature et par construction, considèrent qu'il ne doit pas y avoir de déficit budgétaire, qu'il doit y avoir un déficit conjoncturel, c'est-à-dire un déficit adapté à l'évolution du cycle économique, et que sur le moyen et long terme, les finances publiques doivent être équilibrées, les instances européennes et les traités européens ont prévu des circonstances exceptionnelles. Et dans ces circonstances exceptionnelles, eh bien, il est normal de faire un déficit, de faire donc d'accumuler de la dette. Et dès que ces circonstances cessent, il faut revenir à l'équilibre budgétaire. Et donc, normalement, le travail, et donc ces circonstances exceptionnelles en Europe s'achèvent au mois de mars de l'année prochaine, et le travail devrait être de nouveau honoré, réévalué, remis en avant. Quand notre président de la République disait à l'aide-soignante « il n'y a pas d'argent magique », il aurait pu ajouter qu'un des problèmes de l'hôpital en France, ce sont les 35 heures. C'est-à-dire qu'un des problèmes de l'économie française, c'est qu'elle travaille moins que le reste des autres économies et qu'elle prétend avoir un niveau de pouvoir d'achat équivalent, voire supérieur, et que les revendications de la population en termes de pouvoir d'achat sont régulières et pressantes, et qu'on ne pourra pas y parvenir en distribuant des signes monétaires et en créant de la monnaie dont la traduction est davantage d'importation, davantage de déficit et davantage de situations de dépendance vis-à-vis de
de nos créanciers, mais non pas de créanciers de dette publique, mais de créanciers de notre patrimoine. Des gens qui détiennent, comme je le dis assez souvent, l'avenue Montaigne à Paris, ou qui détiennent la bourse de Paris. À ça s'ajoute un élément circonstanciel. Je crois que pour moi, c'est l'élément clé, c'est que les mécanismes des prix de déficit conduisent à générer des détenteurs et des détenus, et que, en particulier, la France, étant du côté des détenus, alors qu'elle est plutôt en situation d'avoir une démographie de pays développés, c'est-à-dire une démographie dans laquelle les âges, l'âge moyen de la population s'accroît, elle devrait être plutôt en situation d'avoir dégagé de l'épargne et d'être positionnée en pays détenteur. Puis il y a un autre aspect qui est un aspect, je dirais, plus circonstanciel, pour ne pas dire conjoncturel, qui est les rapports européens. C'est-à-dire que puisque la France fait du déficit et que manifestement ce déficit vient se substituer au travail, la vision que donne la France vis-à-vis de ses partenaires européens est d'un pays qui cherche à vivre au crochet, de façon entière, au crochet des autres pays. À l'heure actuelle, quand on regarde la situation en Europe, dans l'Union des 27, quand on regarde les pays qui ont plus de 100% de dette publique, vous avez ce que, avec une certaine forme d'irritation et de sarcasme, la presse allemande appelle le Club Med, c'est-à-dire Chypre, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France et la Belgique. Et assez systématiquement, les pays sont montrés du doigt, les pays dits frugaux qui étaient 4 au moment où a été négociée cette idée d'un grand emprunt européen, ces pays frugaux sont désormais 8. Et ces pays frugaux dans lesquels effectivement le combat est mené avant tout par les Pays-Bas et l'Autriche, rassemblent de plus en plus de pays à l'histoire diverse. C'est-à-dire qu'on y trouve des pays d'Europe de l'Est, comme les pays baltes ou la Slovaquie, on y trouve un créateur historique de l'Union européenne, comme les Pays-Bas, on y trouve des nouveaux adhérents venus du Nord, comme la Suède et la Finlande, et donc se constitue au sein de l'Europe une sorte de césure entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord-Est et le Sud-Ouest, et qui ne pourra se résorber, qui ne pourra éviter de tourner au drame pour la zone euro, que si à un moment donné, les pays du Sud, et singulièrement la France, font des efforts. Pourquoi je dis singulièrement la France? Parce que Mario Draghi en Italie a plutôt amorcé une sorte de rupture avec l'argent magique. Il a repris à son compte le programme qui était le programme de Mario Monti, à l'époque, à la dernière époque où il y avait un gouvernement de techniciens à Rome, et ce programme était en 3 points. Premier élément, équilibrer le plus rapidement possible les finances publiques. Deuxième élément, dynamiser la croissance, et pour dynamiser la croissance, généraliser les politiques de promotion de la concurrence de façon à inciter à l'investissement, à l'innovation les entreprises italiennes. Et troisièmement, redonner une sorte de confiance et de sens de la dignité à la population. Et donc, je pense que désormais, au stade où nous en sommes, puisque la pandémie est derrière nous, puisque normalement, on a trouvé un outil pour lutter contre la pandémie, qui est le vaccin, avec toutes les limites. Je ne suis pas spécialiste dans ces cas-là. Vous savez, on dit toujours, je ne suis pas médecin, et puis on prend une position définitive sur les enjeux sanitaires. Donc, je ne suis pas médecin, je ne prends pas de position définitive sur les enjeux sanitaires, mais je considère que, effectivement, la pandémie, en tant qu'élément clé de la situation économique, est plutôt derrière nous. On ne confinera plus la plupart des pays européens, on peut mettre des restrictions, on peut essayer de généraliser des gestes barrières, mais ce qu'on a connu en France, par exemple, de 55 jours d'arrêt de la vie, quasiment d'arrêt de la vie entre le 15 mars et le 11 mai 2020, n'est plus envisageable et même ne sera plus supporté par la population. Donc l'enjeu, ce n'est plus de se caler là-dessus, l'enjeu, c'est effectivement de reprendre les problèmes tels qu'ils étaient en 2019, et ces problèmes sont effectivement de remettre le pays au travail et d'équilibrer les comptes publics. Alors, pour conclure, avant de lancer le débat, remettre le pays au travail, je pense que nos dirigeants ont conscience quand ils disent qu'il faut reporter l'âge de départ à la retraite. En France, il est à 62 ans, c'est le dernier pays de l'Union européenne où il est à 62 ans, puisque la Slovaquie, qui était l'autre pays concerné, vient de le reporter depuis le 1er janvier de cette année à 67 ans, et que l'Espagne est en train, elle aussi, de revoir le dispositif de ses retraites de façon à porter l'âge de départ à la retraite à 67 ans.
Donc, il faut effectivement reporter l'âge de départ à la retraite, pas tant pour équilibrer les comptes, parce que les partisans du déficit disent, mais écoutez, vu l'évolution démographique, vu qu'à partir de 2028, ce sont les baby-boomers qui vont mourir, donc des gens qui sont nombreux, qui sont nés à partir des années 1945-1946, le système va s'équilibrer lui-même par disparition d'une partie des ayants droit. Mais le véritable enjeu, c'est que les gens qui ont 62 et 67 ans puissent contribuer à l'effort de création de richesse. Et puis, il faut se poser la question des 35 heures, il faut se poser la question de l'efficacité de la formation qui est donnée, donc de la productivité du travail. Donc, pour conclure à ce stade, je pense que l'argent magique qui a pu correspondre sous forme de quoi qu'il en coûte à une nécessité liée au confinement et à l'incapacité que l'on mettait de la population de travailler, ne peut pas être une règle absolue parce qu'on ne doit pas, on ne peut pas considérer comme durable et pertinent de substituer systématiquement de la dette au travail. Et donc, l'enjeu, c'est autant d'équilibrer les comptes publics, certes, il faut les équilibrer, mais autant de remettre le pays au travail. Et dans beaucoup de pays, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays, vous avez un problème de productivité, d'efficacité de l'appareil productif. Et tant que les gains de productivité ne seront pas au rendez-vous, eh bien, il faudra se tourner de nouveau, non plus vers la qualité de travail, puisque les gains de productivité ne sont pas au rendez-vous, mais à la quantité pour maintenir un niveau de croissance cohérent. Voilà à ce stade ce que je pouvais dire. Le livre, je ne sais pas s'il est disponible en Suisse, mais on le trouve facilement sur Amazon.